Avant de vous la présenter, un petit film va vous être proposé pour découvrir ce lieu. On part sur une petite île, non loin de Venise, précisément en face de Burano, quasiment. Quand même, il faut prendre le bateau une bonne quarantaine, 45 minutes pour accéder à ce petit paradis qui est Venissa. Je vous propose de lancer le film immédiatement et ensuite, on va accueillir cette jeune chef. À tout de suite. On accueille Chiara Pavan et son acolyte du restaurant Venissa à Venise. Salut Chiara. Salut. Ciao Francesco. Je suis très contente d'être ici. Bienvenue, bienvenue. Déjà, on va commencer par vous présenter tous les deux. Est-ce que tu veux bien nous présenter ton binôme? Ouais, c'est Francesco Brutto, il travaille avec moi et lui il va bouger un peu les mains et moi je me concentre en parlant français parce que c'est pas évident pour moi. C'est extrêmement gentil de le faire en français. Tu as passé quelques mois, une année je crois même. Ouais, mais il y a 12 ans. J'ai passé 2 années plus ou moins. On va revenir sur ce drôle de parcours aussi qui est le tien. Tu n'as pas été toujours cuisinière, il s'est passé pas mal de choses avant. Mais si je voulais effectivement qu'un Francesco Brutto puisse être présenté, c'est que vous formez littéralement un duo dans la cuisine de Venissa. Exactement. Ouais. On travaille ensemble et depuis 2017 dans ces restaurants situés dans une petite île. C'est assez loin de Venise et assez proche de la terre ferme. Donc c'est un endroit à la fois magnifique et très difficile. C'est magnifique parce que en fait, c'est les lieux où la mer de l'Adriatique rencontre l'eau douce des rivières que déverse dans la mer. Donc c'est un lieu avec une végétation très particulière, très hallophile, et en même temps avec des poissons qui ont un goût différent et voilà, et beaucoup d'oiseaux. On n'a pas dit le nom de cette île, c'est l'île de... L'île de Mazzorbo, qui est liée à Burano par un pont. Et voilà. Mais c'est aussi un endroit très 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 difficile. Ouais, notamment parce qu'il est exposé au changement climatique. Beaucoup plus d'autres endroits en Europe, quoi. Donc on sait ça, et tout le monde connaît le problème de l'auto. Acqua alta. L'acqua alta, exactement. Lorsque la Venise est littéralement les pieds dans l'eau. Ouais, exactement. Et dans les dernières années, a été beaucoup plus, ça s'est aggravé beaucoup, mais qui n'est pas les seuls, disons, phénomènes remarquables. En fait, ce qui arrive est qu'il y a les leux qui sont les barènes, qui sont les marais qui sont toujours hors de l'eau, qui progressivement sont submergés par l'eau. Et donc il y a une disparition de toute une végétation très, très particulière et toute la biodiversité. Voilà. Et en même temps, l'eau douce qui arrive de rivières amène beaucoup de pollution. Et donc il y a dans ces dernières années vraiment un changement de l'écosystème lagunaire. Donc beaucoup d'algues sont en train de disparaître et en conséquence beaucoup d'espèces de poissons indigènes. Les poissons on était habitués à cuisiner. Donc, et en même temps, disons que le réchauffement climatique a permis la reproduction de beaucoup d'espèces exotiques. Et notamment arrivées par les ballasts des bateaux, les grands bateaux. Moi, j'ai apporté un produit pour le premier plat qu'on va voir. Tu as allumé le... non, Francesco, on va lui parler en italien quand même.
Donc, Mais peut-être avant quand même, Chiara, avant qu'on se mette tout de suite effectivement dans le vif du sujet, je reviens aussi sur Venissa et sur cette île et sur ce domaine. Ouais. Tu parles de l'Acqua Alta. Venissa est aussi une terre de vin. C'est un terre de vin. Et avec une histoire aussi particulière, un cépage qu'on pensait totalement disparu. Ouais, c'était un cépage totalement disparu. Enfin, le restaurant est situé à côté d'un vignoble. C'est plus ou moins un hectare de vignoble d'un cépage exactement qui a été retrouvé il y a 10 ans. On pensait qu'il était disparu, alors que finalement le propriétaire a trouvé ça et avec ces cépages, là il fait un vin très. Rappelle très le nom de ce cépage. Ça s'appelle Dorona, qui vient du mot oro. Et voilà. Et c'est la famille Bisol qui est le propriétaire du domaine. Et de vin du nord d'Italie. Voilà. Chiara, les Italiens te connaissent bien. Tu as eu un certain nombre de récompenses aussi depuis ces dernières années. Les Français te découvrent. Comment tu peux nous expliquer aussi ce lien que tu as, toi, avec la France? Comment je peux expliquer? Pourquoi tu parles si bien français? Ah, pourquoi je parle si bien? J'habitais en France il y a 12 ans. Mais merci en tout cas, je ne pense pas de parler si bien, mais bon, j'habitais il y a 12 ans en France, et du coup, un peu, je me rappelle de la langue. Tu étais en France pour des études qui étaient assez loin de la cuisine, hein, on est d'accord? En fait, c'était il y a 12 ans, j'ai fait des études en philosophie ici. Oui, j'ai travaillé dans un petit bistrot et j'ai fait quelques années comme ça, un peu entre cuisine et philosophie. Finalement, j'ai terminé mes études et j'ai décidé de faire que ça, de travailler dans la cuisine. Et du coup, c'est pour ça que je parle français. Super. Alors là, je vois que... Mais oui, on veut applaudir les étudiants en philosophie, c'est ça? Mais allons-y. On est très heureux, en tout cas, de te retrouver ici. Merci. Est-ce que tu veux nous expliquer, du coup, Francesco, il est déjà parti à fond. Ouais. Raconte-nous un peu ce qu'il y a sur cette table. Ouais. Donc, j'ai dit d'abord 2 mots sur notre façon de faire la cuisine, donc notre pensée derrière la cuisine qu'on fait. J'ai présenté tous les problèmes qu'on a à Venise et donc on s'est posé une question. Est-ce qu'on peut se passer de tous ces problèmes, de tous ces changements climatiques et faire comme si rien n'était en train de se passer? La réponse était non. Donc je pense qu'on a développé un peu une cuisine engagée, dans le sens de engagée dans le sens d'une lutte contre le gaspillage, par exemple. On a réduit la protéine animale en faveur du végétal, notamment on a un potager assez grand, c'est 250 mètres carrés, qui est notre source de légumes, surtout pendant l'été, les printemps. Et en même temps, on a développé un laboratoire où on fait une recherche pour la conservation de déchets alimentaires, voilà, et des légumes, mais aussi de tous les déchets de poissons. Donc, et là, je vais présenter 3 plats qui expliquent un peu ce sens de faire la cuisine dans cet endroit très, très difficile et particulier. J'ai amené un crabe. C'est un crabe bleu. En fait, c'est énorme. On dirait jamais qu'il est un crabe de l'Adriatique. Parce que normalement, on a vraiment de petits crabes, surtout à Venise, qui on mange bien les crabes. En fait, il y a une tradition énorme de manger les crabes mous quand ils sont en train de changer leur carapace. La mue. Ouais, la moeca. En italien, un dialecte s'appelle moeca, mais qui sont elles-mêmes en train de disparaître. Et pourtant, on continue à les chercher et on paye beaucoup d'argent pour avoir 2-3 molécules. Et voilà, c'est que les problèmes est qu'il y a des espèces, comme j'ai dit tout à l'heure, des espèces exotiques qui sont en train de se reproduire très grave. Et de coloniser littéralement l'écosystème des crabes autochtones. Exactement. Et notamment les crabes bleus. Les crabes bleus, ils arrivent de l'Atlantique Ouest avec les ballasses des bateaux.
donc les grandes quantités d'eau qui servent pour garder les balances des bateaux. Ils sont déversés dans l'Adriatique avec des espèces d'animaux que bon, on ne connaissait pas. Et là, les crabes bleus est dans ces moments vraiment quelque chose de très, très grave pour l'écosystème parce qu'il est vraiment agressif, il est invasif. Et il déchiquette tous les poissons, il est en train de faire disparaître des espèces et en même temps il a un gros problème pour les pêcheurs. Il n'a pas de prédateurs, il n'a pas de competitors et donc nous on a décidé de le servir et de le manger et de le servir à la place du crabe traditionnel qu'on était habitué à. Chiara, on a compris aussi, on a vu Francesco qui a commencé à travailler. Ouais. On a 2 crabes ici. On est bien d'accord que ce crabe-là est l'espace invasif qui est arrivé. Et ça aussi. Et ça, c'est la mue de ce crabe. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est les moèques, les crabes mous du crabe bleu. Il y a des pêcheurs qui nous amènent ça. Personne ne le mange normalement. Et nous, on a commencé à faire ça. Donc, les premiers plats, c'est une friture très traditionnelle que normalement on fait avec les crabes. C'est un crabe vert, le traditionnel. Qui est un petit peu plus petit. Hein, donc. On fait ça avec le crabe bleu. C'est beaucoup plus grand du crabe normal. Normalement, les moèques sont très petites comme ça. Et là, donc, on en a coupé les pinces, voilà, qui sont très mous d'ailleurs. Donc, on les mange tout entières. Et on va servir ça. Là, Francesco, il est en train de faire une friture. C'est tout au poste. Okay. Et il est en train de faire une friture. Après, le plat qu'on va vous présenter, c'est un antipasto. Et on le sert avec une partie du crabe dur. Il a coupé les pinces. Voilà, il a enlevé la chair. Et il a enlevé la chair, parfait. Et là, on va le saisonner. On va saisonner la chair du crabe dur avec un fond de crabe très, très, très réduit. Oui, là, on a l'impression d'une mélasse, hein, littéralement. Ouais. C'est quasiment solide. Donc, on a fait un fond avec un bouillon avec les crabes. Et après, je l'ai fait, ce matin, je l'ai fait réduire très, très doucement. Mais finalement, c'est vraiment une mélasse. Tout à fait. Voilà. Donc, Chiara, je t'interromps une seconde. Vous êtes les seuls à proposer finalement de consommer ce crabe bleu parce qu'il y a une forme d'évidence. Il est là, il occupe le territoire, il a l'air d'avoir bon goût, il est bon à manger. Ouais, il est bon à manger, carrément. Pourquoi ça ne devient pas une filière littéralement? Pourquoi aujourd'hui on n'en fait pas quelque chose? Nous, on est en train de faire quelque chose, je pense, avec une communication très, très forte de ça. Parce qu'on n'est pas habitué. Je pense que c'est quelque chose d'assez normal. Ça va plus vite à cause du réchauffement, à cause du changement climatique. Mais c'est normal dans les périodes historiques qu'on change la manière de nous nourrir. Bien sûr. Voilà. Et là, on est encore ancré dans notre tradition. Alors que peut-être on est un peu aveugle sur ce qu'il faudrait manger et ce qu'il ne faut pas manger du tout dans ce moment-là. Et donc là, on est en train... Et moi, je voudrais bien faire un peu de culture avec la nourriture, j'espère. Je pense que ça passe extrêmement bien, en tout cas aujourd'hui, sur cette présentation. Donc Francesco, il est en train de saisonner la chair qu'on a enlevée des pinces. La chair est crue? La chair est crue, oui, tout à fait. Et voilà, il y a la friture, comme ça. On a, pour donner l'acidité, j'ai apporté du coin fermenté. Donc dans les jardins, on a un arbre de coin et on l'a fermenté avec, c'est une lactofermentation, voilà. Donc c'est avec une saumure au 3%. Okay. Et c'est très acide, donc. Et on va mettre des petits, il est en train de faire ça, de mettre des petits morceaux de coin fermenté. Et le coin qui pousse sur l'île de Matorbo ou... Oui, ouais. Tout à fait, c'est un arbre en face du restaurant, c'est un grand jardin.
où on a beaucoup d'arbres de fruits. Et voilà, donc, on a un coin, un arbre de coin, on a un arbre de mirabelle et on a fait une sauce de mirabelle. Cette sauce-là, c'est comme un ketchup de mirabelle rouge. Très bien. Et qu'on met, que Francesco vient de mettre sur le pince. Voilà. Et là, j'ai apporté des plantes qui ne sont pas aromatiques, qui sont halophiles, donc très grasses, qui sont la salicorne, les pourpiers de mer, c'est celui-là. Très bien. C'est vraiment, si tu veux goûter, je ne sais pas. Moi, je vais goûter un morceau de crabe, je te le dis tout de suite. Hein. Et la salsola cali. Ce sont des plantes qu'on utilise souvent dans des plats qui vont raconter la nature et ce qu'on a autour de nous. Voilà. Donc, Chiara, je fais un petit aparté, mais c'est vrai qu'on est dans une cuisine vénitienne, une cuisine régionale, hein, littéralement. La cuisine italienne, on la connaît bien en France. On a de la chance d'avoir de très beaux restaurants, mais c'est une cuisine qui a une très grande histoire et finalement une très grande typicité. On voit les spaghettis, il y a évidemment des choses qu'on connaît par cœur, mais ce n'est pas une cuisine qu'on peut manger facilement ailleurs qu'à Venise. Il faut vraiment aller sur place pour aller la découvrir. Exactement. Et nulle part en Italie, d'ailleurs, on va retrouver des produits de ce type. Exactement. Je pense que si je n'étais pas dans ces moments à Venise, je ne cuisinerais pas comme ça. Donc c'est vraiment une cuisine que qu'on fait dans cet endroit et qui veut raconter cet endroit. C'est pour ça que... ça te plaît? Et c'est pour ça qu'en italien, j'appelle ça cucina ambientale. Ce serait une cuisine de l'environnement, mais en italien, ce n'est pas que de l'environnement. Ambientale, ça signifie qu'il raconte quelque chose de l'ambiance qui est autour. Donc les problèmes, toute la richesse de cet endroit, on la raconte à travers notre plat. Mais si j'étais à Paris, je ne cuisinerais pas comme ça. Ce serait quelque chose de différent. C'est vraiment quelque chose qui raconte cet endroit parce que ça vaut la peine, quoi. Vraiment... Je confirme que le crabe bleu, ça vaut la peine. C'est bon, hein? C'est une tuerie, comme dirait ma fille. C'est magnifique. Et donc, j'espère qu'on va enseigner quelque chose pour manger ces crabes. Très bien. Alors, on a vu passer des spaghettis. La culture italienne, c'est la pasta aussi, bien sûr. Tout à fait. Qu'est-ce que Venise a raconté de la pasta? Comment on peut raconter justement ce territoire à travers ce produit iconique? Alors là, la pasta, oui. Il y a une tradition pas trop ancienne de la pasta à Venise. Il y a une tradition de la pasta qui est plutôt moderne. Et donc, je ne parlerai pas des traditions de la pasta, mais ces plats que je vais présenter racontent un peu de notre engagement contre le gaspillage alimentaire. Parce qu'en fait, c'est une pâte qu'on va faire une crème, comment on dit, on va mantecare. La mantecare, qui est donc ce liant qui fait que la pâte va avoir comme une sorte de... Oui, presque une sauce naturelle qui va relier l'ensemble des éléments. On fait la crème de la pâte avec une sauce fermentée de tête, arête, tous les déchets de poisson. Voilà, c'est un garum dans le sens romain du terme. Donc c'est une sauce très sapide on a fait celui-là il y a 2 ans. Donc c'est 2 années de fermentation avec tous les intestins du poisson même. Donc c'est puissant aussi, j'imagine. Hein, c'est fort. C'est très fort. Je prends. Hein. Voilà, c'est un garum. C'est un garum, oui. Alors, les Romains, je pense qu'ils ne les faisaient pas avec une température contrôlée. Je pense que c'était un peu plus sauvage. Nous, on garde au moins la température, donc c'est à 18-20 degrés. Mais voilà. Mais c'est quand même sauvage, hein, ça. C'est sauvage, c'est fort. Ouais, super. C'est fort. Et on donne l'acidité à ces plats avec un verjus fermenté.
Ça, c'est le verjus, enfin, c'est les joues du raisin qui est coupé avant d'être mûr. Donc, voilà, le verjus. Et qui est après lacto-fermenté. Donc, c'est une forte acidité. Et donc, ça va être mixé ou c'est l'eau de la fermentation? Non, ça, j'ai fait un jus. D'accord. Je vais vous apporter ça pour voir. D'accord. C'est un gros travail contre le gaspillage parce qu'en fait, on a 1 hectare de vignoble. Et donc, dans les moments où on coupe tous les raisins, vraiment, on prend tous ces raisins, pas encore mûrs, et on les met dans des grands jars. Oui. Voilà. Et on fait des fermentations, on utilise ça comme si c'était du citron. On n'a pas du citron dans l'île, et donc l'acidité, on la donne avec ça. Donc on peut dire qu'avec une sauce faite avec les déchets du poisson et une sauce faite avec les raisins pas encore mûrs, on fait vraiment un plat symbole contre le gaspillage, en disant comme ça. Et voilà. Et la Chiara, cuisson... Francesco a sorti les spaghettis sous cuite, et donc elles vont terminer naturellement leur cuisson dans ce petit bouillon. Tout à fait. Alors lui, il va terminer la cuisson dans un bouillon fait avec ces morceaux de... En français, j'ai cherché, je pense on dit tonine commune. Tout à fait. J'ai cherché aussi. C'est ça. C'est donc une sorte de petit thon qui n'est pas tout à fait une bonite, qui ressemble à c'est un poisson pélagique, voilà, mais qu'on trouve dans la mer Adriatique principalement. Bon, donc c'est un petit thon de l'Adriatique. Ça, c'est un filet qu'on a séché, fermenté et fumé. Donc c'est un peu comme un katsuobushi, mais c'est pas du tout un katsuobushi. Bon. Enfin, c'est nous qu'on a fait ça et c'est vraiment une chose italienne. Mais on le fait avec on fait la fermentation, c'est-à-dire on utilise la chair du poisson pour mûrir une moisissure avec des spores de Aspergillus glaucus, qui effectivement c'est les mêmes qu'on utilise en Japon pour faire du katsuobushi. Voilà. Et Francesco, il vient de faire un bouillon exprès, comme ça. Donc une sorte de dashi, hein, on peut le dire, c'est-à-dire katsuobushi râpé qui va être mis en température, qui va permettre d'exhaler les saveurs et la puissance de ce katsuobushi de tonine. On en a parlé souvent, hein, pour ceux qui nous suivent tous les jours, de katsuobushi. Egaru, moi aussi, je pense que c'est les mots qu'il faut employer quand on est un cuisinier aujourd'hui, parce que évidemment c'est quelque chose qui vient du Japon, mais qui s'adapte à tous les territoires. Et du coup, il y a cette idée d'une base qui va être utilisée pour terminer la cuisson, si je comprends bien. Oui, c'est ça en fait. On aime bien prendre plusieurs cultures, de techniques, des idées pour adapter une cuisine de territoire. Voilà, donc ça c'est notre idée. Et puis rappelons quand même que Venise est un territoire de grands voyageurs. Tout à fait. Et il y a quand même évidemment des influences qui nous viennent de très loin, qu'on va retrouver encore aujourd'hui à Venise. Oui, dans l'histoire de Venise, il y a vraiment une tradition d'importer beaucoup de techniques, des produits, d'épices. Et nous, on est très conscients de ça et on continue à faire un peu comme ça. Voilà. Donc, qualche punto sai? Vuoi che presenti prima? Ok. Alors, les spaghettis, ils sont presque prêts. Et là, je vais commencer à faire des choses pour le dernier plat. Donc, ça, c'est des feuilles de mûrier. C'est un arbre qu'on a toujours dans les jardins, en face du restaurant. Je vais juste les plonger dans l'eau chaude. Le mûrier qui permettait la culture du ver à soie, ou je me trompe? Le ver à soie, silk. C'est tu dis le textile? Non, je ne comprends pas. Comment on pourrait dire en italien? Tu entends ou pas? Non. Ah, il bacco da seta. Merci Giovanni. Et c'est ça, je me trompe, c'est bien le même arbre? C'est ça, mais on ne fait pas ça. En fait. Voilà. Donc on va juste
plonger dans l'eau bouillante. On va blanchir cette feuille de mûrier. Oui, pour les rendre un peu tendres. Voilà. Très bien. Avec ça, en fait, je vous fais voir la technique, mais après, on a déjà prêt le plat. Bien parce sûr. qu'il faut avoir du temps pour les préparer. Ok, je m'arrête, petit moment. Allez, on va re-switch. dresser les spaghettis. Allons-y, allons-y. Je pense qu'ils sont bien al dente. On sait le rapport que les Italiens ont avec les Français sur cette question. Ai loro. N'est-ce pas, Ai loro. nos camarades de Passeridi? La pincetta ce l'hai. Donc, Mais il faut savoir trouver les mots pour expliquer, pour faire comprendre, pour élever le client. Hein. Vas-y, je t'écoute. Francesco, vas-y. C'est tout? C'est tout. Tu veux un peu plus? Bah oui. Non, non, c'est comme vous voulez. Non, mais C'est un primi. Ouais. On va mettre une feuille d'or au-dessous qui représente l'engagement contre les gaspillages, parce que vraiment on fait quelque chose de précieux avec des déchets. Et en même temps, on représente vraiment la cuisine italienne. Donc, le livre de Massimo Bottura, Le pain et or. Et voilà, et évidemment aussi le début de la cuisine italienne d'une certaine manière qui était des Marchesi. Et après, la bouteille de Venissa est faite avec une feuille d'or. Et donc voilà, c'est ça qu'on a fait. On a mis une petite feuille d'or. Voilà, ça c'est vraiment un plat qui rappelle un peu le bigoli in salsa, que c'est un plat traditionnel vénitien. Tout à fait. Et qui normalement est fait avec les anchois et qui donne un goût très sapide, très umami et très fort et donné avec tous les déchets. Ce qui explique aussi la petite portion, c'est que c'est vraiment très puissant. C'est très puissant. Donc on les fait pas à la carte, c'est vraiment partie du menu. Très bien. Donc là, qu'est-ce que c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, on fait une aubergine qui est enveloppée dans les feuilles de mûrier avec une croûte de sel, voilà, fait avec du blanc d'œuf et sel. D'accord. Voilà. Et les mûriers dans l'aubergine, c'est une aubergine violette de Florence. Florence. Voilà. Mais que j'ai poussé et j'ai planté, j'ai sémé, planté, arrosé et fait pousser dans mon potager. Très bien. Voilà, donc je suis très fière. J'avais demandé des aubergines de Florence à vous et en fait je suis arrivée à porter la mienne. Donc celle-là, elle vient de Venise. Ouais. C'est très petite, mais et je vous présente ces plats parce que vraiment, c'est un plat qui donne à l'élément végétal un rôle très fort. Nous, on arrive au restaurant et on présente cette boule, comme on dit. Oui, cette boule, cette sphère. Voilà. Et on l'ouvre en face du client qui ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et trouve une aubergine. Voilà, comme ça. Et on la sert. Chiara, toi qui étais hier dans la salle, je crois, pour la présentation de Pia Leone, tu sais quand Pia faisait cuire ses pommes de terre dans ce four d'argile, et il y a aussi comme une réminiscence de ce travail que vous faites l'une et l'autre avec des produits évidemment qui sont chacune de vos territoires. J'ai bien apprécié. Et donc voilà. L'idée, en fait, l'aubergine, c'est un peu une excuse pour utiliser une sauce. D'accord. Qui est ici. Francesco, dov'è la salsa? Non, voilà. Okay, voilà. Une sauce qui, je pense, qui sent beaucoup la viande, sent beaucoup le rôti. Oui, il y a ce... Comment je fais l'allumer? Ce jus de rôti à la fin, de cuisson, quand on va saucer avec un morceau de pain. C'est exactement ça. Les aromates. Et en fait, elle est ça, je peux le mettre derrière? Ça sert plus. C'est une sauce faite avec
de la levure qui est rôtie avec poignon et toutes les herbes qui normalement on trouve dans la viande rôtie. Donc c'est la sage, le romarin, le thym et aussi le fenouil sauvage. Et c'est impressionnant parce que vraiment, ça a un goût de viande. En fait, nous, on a arrêté de cuisiner la viande depuis 2 années. C'était un peu pour passer un message de réduction de la protéine animale. Et vu qu'on est dans une petite île et on concentre les protéines animales dans les poissons, on a décidé d'enlever la viande. Mais il y a des choses de la viande qui nous manquent beaucoup. Moi, je ne suis pas végétarienne et je mange la viande mais de temps en temps. Mais il y a un goût que je n'arrivais pas à les trouver ailleurs. Et là, on a fait un peu vraiment une recherche de ces goûts, qui est le goût du rôti, et on l'a trouvé avec cette levure et on sert avec cette aubergine. Magnifique. Voilà, Francesco est en train de l'ouvrir. Donc, elle est partie en cuisson combien de temps à peu près dans cette... C'est 1h45 minutes, on l'a cuit tout à l'heure ici. Voilà. Magnifique. Ouais, ci siamo. Sì? No, va bene. Ok, il piatto che... Ce type de cuisson nous permet de garder une texture très compacte. Oui, elle ne se délite pas. Les jus restent à l'intérieur, il y a un parfum de mûrier et vraiment la texture, ça ressemble un peu à celle de la viande, aux viandes du poisson. Donc notre client, quand il voit ça, il pense de manger du poisson. Moi, j'ai dit non, mais ce n'était pas l'idée du poisson, c'était plutôt l'idée de la viande. Désolé. Mais, ok, désolé, mais ça va quand même. Un cucchiaio. Alors, le sel ne passe pas à l'intérieur de la charge. Non, je sens salé. Je sens le légume, je sens l'aubergine. Voilà. Mais surtout, il y a cette texture, cette mâche qui est très agréable. On sert ça avec beaucoup de sauce qui est faite, comme j'ai dit, avec la levure. Et la pâte liquide est donnée par un fond d'aubergine. C'est le reste on ne sert pas. D'accord. Ça rentre dans la cuisine, on fait un fond et après on fait la sauce qu'on sert avec l'aubergine. Et là, on a mis un jus de fenouil sauvage. Voilà, ça c'est le plat. Le jus, là, il y a vraiment la texture presque d'une sauce au poivre à la française, ce goût de rôti, de viande avec cette réaction de Maillard et les herbes. C'est totalement bluffant et on imagine qu'on a envie de saucer et de saucer et de saucer. Hein. Voilà, donc il y a aussi un goût un peu umami qui est donné toujours par un... On a terminé ça. Et nous, on utilise beaucoup cette technique du koji japonais pour donner ces goûts de sapide, d'umami. En fait, c'est quelque chose qui vraiment nous sert pour donner les goûts de la lagune. À notre avis, vraiment, quand tu arrives dans la lagune, tu sens quelque chose de vraiment sapide, de salé. Et donc, on a développé dans ces années toutes des techniques pour donner la sapidité à notre client. Tu entends ça dans tous les plats que j'ai présentés aujourd'hui. Et je pense que c'est un fil rouge qui nous accompagne pendant tous les menus et tout notre travail. Voilà. On applaudit Francesco et Chiara Pavan. Restaurant Venissa, merci beaucoup pour cette sublime présentation qui nous invite à partir à Venissa très rapidement. Merci beaucoup, on les applaudit s'il vous plaît tous les deux. Et on se donne rendez-vous dans 5 minutes avec Alexandre Gauthier de La Grenouillère. A tout de suite, merci.